fasse un film d'intervention au cœur de la crise Covid, quoi. Je vais dire deux, trois autres trucs, puis après je vous passe la parole. L'une des autres fiertés du film, c'est un mouvement que je n'avais pas prévu, mais qui se produit, qui est un mouvement de libération de la parole. C'est-à-dire que la première scène, c'est moi qui prends la parole pour les femmes de ménage. Et ensuite, elles viennent me parler dans mon bureau, mais en se cachant. Elles ont peur. Vous voyez, à la fois je pense, j'étais pas là, mais j'imagine que vous avez ri quand Jeannette sort de la salle sur les petits pas, et en vérité c'est aussi une scène tragique. Ça dit la peur qu'il y a sur le lieu de travail à ce moment-là. Et je pense qu'on ne comprend pas l'univers salarié aujourd'hui si on n'y place pas au cœur le mot peur. Peut-être même le pays lui-même, ne peut le comprendre qu'avec le mot peur. Et ensuite, c'est la même Jeannette qui vient conclure l'Assemblée des femmes à la fin en disant « Debout les femmes, solidarité » et ainsi de suite. Et donc là, il y a pour moi un mouvement de libération de la parole. Quand il y a eu le mouvement MeToo, je rêvais qu'il y ait aussi un mouvement MeToo des salariés. Et quelque part, de manière à l'échelle de quelques personnes, mais il se produit dans le film avec le passage de « je parle pour » à « elle parle elle-même ». Et évidemment, c'est l'objectif qu'on devrait avoir. Le premier objectif, c'est un objectif de libération de cette parole dans l'ensemble du pays. Et donc, voilà. Ensuite, alors avec Gilles, on voulait faire un film sur l'Assemblée, moi à l'Assemblée, enfin un truc comme ça. Ça nous traînait, on l'avait dans un coin de notre tête. En même temps, je vais vous dire, là je parle cinéma, mais la contradiction dans laquelle je me trouvais pris. C'est-à-dire que je considère que l'Assemblée n'est pas un lieu de pouvoir. C'est le temps de l'habillage démocratique, mais il ne s'y passe rien qui bouleverse le cours des choses. Les décisions ne sont pas prises là, et encore moins pendant la crise du Covid. Et donc, je me trouvais à vouloir faire un film parce qu'à la fois on a un décor qui est directement cinématographique, on a un univers qui est théâtral, je vais y passer 5 ans, tant qu'à faire, autant en faire quelque chose de ce décor-là, et en même temps, il ne s'y passe rien vraiment. Et donc, je suis pris dans une contradiction, comment je la résous? Et au moment où j'ai cette mission d'information, je me suis dit, là il y a quelque chose qui est possible. Parce que faire un film pour dire aux gens que finalement l'Assemblée c'est nul et ça sert à rien, on voit très bien que c'est pas palpitant quand même. Et là il y a quelque chose qui est possible parce qu'on va pouvoir jouer du dehors et du dedans. On va pouvoir aller rencontrer des gens ordinaires à l'extérieur, voir ce que ça donne à l'intérieur. Et je pense que du coup, l'espèce de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur constitue un mouvement narratif et fait qu'on peut avoir un récit qui se déroule autour de ça. Il y a autre chose, qui est le personnage de Bruno Bonnel. Parce que je pense qu'on ne fait pas de film sans des personnages ambigus. Dans Merci Patron, il y a le commissaire des renseignements généraux, pour ceux qui ont vu le film, qui vient dealer avec la famille Clure, et dont on ne sait pas si finalement on l'aime ou on l'aime pas. Mais c'est ce qui fait la beauté d'un film. On n'est pas là pour produire du discours politique, on est là pour produire une œuvre avec ses ambiguïtés et ses incertitudes et ses zones de flou. Et je pense que Bruno Bonnel apporte ça. D'abord, il y a un côté Don Quichotte et Sancho Panza dans notre duel, dans notre truc, ou en moins flatteur Laurel et Hardy, quoi. Mais voilà, il y a ça physiquement, parce que, je veux dire, les corps, ça compte, et ça compte notamment à l'écran. Et ensuite, il y a ce personnage qui évolue, dont les sentiments du spectateur à son égard évoluent aussi. Et là, je sais que, quand je vois Bruno Bonnel, je sais que j'ai potentiellement un film. Et ensuite, il y a évidemment la crise du Covid qui va venir. Alors, dans un premier temps, on dit, bon, on arrête de tourner. Dans un deuxième temps, on comprend que c'est le moment qui va révéler, qui va être finalement, moi je pense que la crise du Covid est un révélateur de choses qui sont sous-tendues dans la société. Et comme en photo, on dirait en photographie, ça vient se révéler, ça vient passer au-dessus. Et là, il y a un révélateur de la nécessité de ces métiers qu'on avait pressenti auparavant. Dernier point, mais qui est le point le plus politique. J'invite vraiment les partis et les syndicats de gauche à se saisir à pleine main de ces métiers du lien. Donc vous les avez vus tous dans le film. J'y invite aussi d'un point de vue électoraliste. Je vais vous dire pourquoi moi j'y suis venu. La première fois que j'en ai entendu parler, donc ça devait être en 2002, je pense, ou 2003, je fais un reportage
à Flodor pour Fakir. Flodor, qui est une usine qui a fermé dans mon coin, qui fabriquait des chips, 900 licenciements. Donc je vais faire la fermeture de l'usine et je retourne 2-3 ans après faire que sont devenus un certain nombre de gens. Et les hommes, c'est caristes, camionneurs. Les femmes, c'est auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles. Et je me dis là qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger possiblement dans l'après-industrie. Moi, mon histoire est liée à l'industrie. Et je pense que l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire de la gauche, c'est une histoire qui est liée à l'industrie. Et que du coup, on loupe possiblement, donc c'est lié à des combats qui sont des combats perdus. Je suis désolé, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme, mais pour moi, c'est 20 années de combats perdus sur l'industrie. Ça ne veut pas dire que je continuerai pas de les mener, je suis intervenu sur Sanofi aujourd'hui. Mais face à quelque chose qui est démographiquement déclinant, idéologiquement déclinant, je perçois la nécessité pour moi de m'associer à un mouvement qui est un mouvement montant. Démographiquement montant, ce sont ces métiers d'auxiliaire de vie, mais aussi, je dirais, idéologiquement montant, c'est-à-dire que la figure de l'ouvrier aujourd'hui ne fait plus rêver. Comme on a convié, vous voyez, l'avenir de l'humanité, c'était le prolétariat. Et là, aujourd'hui, je pense que les auxiliaires de vie, c'est perçu comme une activité essentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu toute une série de figures mythologiques dans le travail. La figure mythologique, d'ailleurs, Bruno Bonnel le dit dans le film, on ne va pas faire des infirmières les nouveaux cheminots de la résistance. Et voilà, la figure dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était le cheminot. Dans l'après-guerre, c'était le mineur de fond qui venait sauver le pays. Dans les années 80, c'était l'entrepreneur Bernard Tapie, l'argent roi, et ainsi de suite, c'est lui qui faisait vivre le pays. Aujourd'hui, c'est la Startup Nation. Le start-upper. Et je pense que nous, on a la nécessité d'y opposer à notre imaginaire une autre figure mythologique, et en posant que ça, c'est ce qui va être démographiquement décollant et qui est associé à une grande part de sympathie dans le pays. Et donc voilà, j'invite vraiment, et je pense que jusqu'à maintenant, les partis et les syndicats de gauche ne sont pas pleinement saisis de ça, parce que ils sont restés concentrés sur d'autres secteurs. Je pourrais épiloguer, mais enfin voilà, en gros. Et je pense que politiquement, dans les mois à venir, se saisir de ça à plein bras, c'est non seulement potentiellement avoir un cœur électoral autour de ça, mais aussi avoir des gens qui se reconnaissent dans ces figures-là, qui les trouvent sympathiques, et c'est être associé à un combat qui est un combat populaire. Voilà, c'est pour mon introduction qui est déjà longue, je vous laisse la parole, et puis après, s'il y a des gens qui sont concernés par ces métiers, je sais qu'il y a Véronique qui est à ESH, qui est dans la salle, si elle souhaite intervenir, si d'autres personnes souhaitent intervenir, allez-y. Il y a un micro dans la salle ou pas? Non? Bon, bah ça va être mon micro. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, surtout. Et alors, il y a des gens qui quittent la salle. Si vous voulez nous aider, parce que le film, c'est pas TF1 qui va nous aider à le diffuser. Donc, à la sortie, il y a des camarades de Fakir qui, si vous souhaitez diffuser le film dans vos coins, si vous laissez votre adresse, eh ben, on reprendra contact avec vous pour le diffuser dans les cinémas les plus proches de chez vous, voire dans des groupes d'action, pour que ça devienne dans les mois à venir un outil qui vous soit potentiellement utile, quoi. Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées à la sortie. Allez-y. Oui. Bonsoir. Donc je suis à ESH. Bon, je suis prise un petit peu de court. C'est sur le trajet qu'on m'a proposé d'intervenir. Donc je suis à ESH en CDI. Je suis très très contente que ce film ait pu se réaliser. Je suis très touchée et j'espère que ça va nous permettre de nous renforcer. Nous renforcer parce qu'il faut reconnaître que parfois nous sommes très lasses et que nous pouvons quelquefois mener
des luttes, des engagements, mais ça retombe très vite parce qu'on nous dit non, c'est pas possible. Je peux donner quelques exemples, mais tout bêtes, qui ne sont pas évoqués dans le film, parce qu'il y a tellement à évoquer, il y a eu beaucoup de choses d'aborder dans le film. Mais par exemple, l'indemnité compensatrice de la CSG qui a sauté au renouvellement de nos contrats, et eh bien on nous dit non, c'est pas possible de la rétablir, et ça en est toujours là malgré des courriers. Pour les AESH CDI, alors nous intervenons dans tout établissement, mais il y en a quand même beaucoup peut-être beaucoup plus en REP et REP+, et là aussi aucune possibilité d'avoir la prime REP. On a beau écrire, c'est un non. Mais bon, il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, en fin d'année, on a été plusieurs localement à oser écrire pour réclamer cette prime. Ça n'a rien donné. Il y a eu une journée de grève. On a été un peu plus nombreuses. Et nous sentons que le corps enseignant nous accompagne et nous soutient bien davantage que lorsque j'ai commencé en 2013. Voilà. Mais que dire, c'est un beau métier, hein. Vraiment c'est un beau métier qui engage, mais moralement, c'est bien pour ça qu'on ne le lâche pas. Hein. On ne le lâche pas, bien sûr, s'il y a d'autres revenus à côté. Et je comprends que certaines personnes doivent le lâcher parce que ça ne suffit pas pour vivre. Voilà. Mais souvent, il faut travailler à côté. Et personnellement, j'ai connu une période où je faisais 12 heures de travail par jour. C'est-à-dire le matin, j'étais à 7h moins 10 sur mon travail en centre de loisirs associé à l'école. Ensuite, je partais à l'école où j'étais à ESH. Ensuite, je repartais dans une autre école faire de la restauration scolaire. Ensuite, je retournais là où j'étais à ESH. Ensuite, je partais faire une étude du soir dans une autre école ou en centre de loisirs associé à l'école. Je faisais la fermeture et je rentrais chez moi vers 19h20. Voilà, je faisais tout en vélo. Voilà. Et on n'a pas parlé des vacations horaires aussi, qui concernent le personnel des municipalités. Alors maintenant, c'est terminé, mais moi, j'ai travaillé en municipalité. Pour la municipalité, j'aimais beaucoup mon travail. Mais j'étais en vacation horaire et si on dépassait l'heure, on pouvait noter, mais il fallait vraiment que ça fasse 15 minutes. Si c'était 5 ou 10 minutes de plus, c'était souvent le cas, si on n'était pas rémunéré. Et ça, c'est beaucoup de... On veut bien... On veut bien... Moi, je suis pour la solidarité entre collègues, pour la serviabilité, mais il y a un moment, voilà, il faut savoir dire non, faire respecter ses droits et puis peut-être en acquérir certains autres qui sont justes, qui ne sont pas excessifs. Voilà. C'est un bon métier, c'est un bon métier. Je ne voudrais pas garder la parole. Alors, ce qui me tient vraiment dans mon métier d'AESH, c'est un petit garçon qui est déjà grand, qui va avoir 11 ans et qui est lourdement autiste. Voilà, j'ai une autre enfant qui est trisomie. Et avant tout, oui, ce sont des enfants avec un statut d'élève, mais que je regarde avant tout comme enfants. Voilà. Encore 2-3 questions et puis... Bonsoir. Donc Janice, éducatrice de jeunes enfants. Merci pour ce film. Merci aussi pour votre intervention au jeudi du programme par rapport au service public de la petite enfance. Donc moi je voulais parler des crèches puisque c'est nos camarades, nos sœurs qui travaillent aussi dans le soin. Là en fait au niveau des crèches on a un secrétaire d'État qui s'appelle Adrien Taquet qui veut faire passer des réformes sous forme d'ordonnance.
donc qui maltraite les professionnels en crèche et qui maltraite aussi les enfants qui sont brutalisés. On ne respecte pas les droits des enfants dans les structures d'accueil puisqu'en fait il y a très peu de personnel, de moins en moins qualifié et on prend les enfants en surbooking. Donc ce qui se passe aussi quand on travaille en crèche, c'est qu'en fait nous on ne travaille pas, on s'occupe des enfants pendant que les autres vont travailler. Donc on ne reconnaît absolument pas nos métiers, on n'en parle jamais, alors qu'on force vraiment, on pousse les femmes à travailler. La fin du congé maternité, c'est 2 mois et demi, c'est tout jeune pour un petit bébé pour se retrouver gardé. Et il faut savoir également que c'est le pic de mortalité pour la mort inattendue du nourrisson, 2 mois et demi, la fin du congé maternité. Donc actuellement, on maltraite toutes les professionnels qu'on vient de voir, les personnes dont elles prennent soin, et les droits des enfants ne sont pas respectés, le droit du travail, le droit des femmes n'est pas respecté, et les mères ne sont pas respectées. Donc je compte sur vous pour cette rentrée. Peut-être s'il y avait une grève de toutes les personnes qui travaillent dans le soin, on paralyserait le pays. Merci à vous de nous soutenir. Excusez-moi, je suis vachement émue, je suis en larmes depuis tout à l'heure, je le maudis. Je suis à la limite de la crise d'angoisse. J'étais ce qu'on appelait une ASEM, assistante de service des écoles maternelles, donc, mais dans les écoles privées. Je trouve que pour ouvrir sa bouche, on n'a pas de syndicat, en plus c'est des petits salaires, on a 680 € de salaire, même quand on a la chance d'être en CDI à 20 heures semaine, annualisé. Et puis quand on ouvre sa bouche, on se fait tout bêtement licencier pour faute grave. Et on se retourne, on ouvre sa bouche parce qu'on est 4-5 collègues qui ont dit allez, vas-y, dis-moi. J'ai dit des choses, je me suis opposée à ce qui était à mon goût de la maltraitance envers 2 petits bouts de 3 ans. Enfermer les enfants dans un débarras, pour moi ça passe pas. Et j'ai dit, moi après dans cette école, ça n'arrivera plus jamais. C'était en mai 2017. En octobre 2017, j'étais licenciée pour faute grave avec 9 griefs de licenciement. C'était ma 7e année dans l'école, j'étais une aide maternelle hors pair, d'après la prof, et je les ai mis au prud'homme parce que je me suis dit que je ne me relèverais pas, donc je ne me suis pas battue. J'ai été condamnée à l'article 700. J'ai perdu évidemment parce que tous les profs et les aides maternelles ont fait des témoignages contre moi. Sur ma dangerosité, sur plein de choses. Et une seule m'a aidée, et elle a tellement été harcelée qu'elle a fini par faire un abandon en poste. Donc suite à ça, j'étais sur le dur, donc c'est pour ça que je suis tellement émue. J'ai commencé à faire le service à la personne, à travailler pour une boîte comme ça, et puis en fait, toutes les 2 heures, on recommence la journée, parce que moi j'avais une super boîte quand même, c'est qu'on est envoyé pour des prestations, pardon, je pleure, pour des prestations de 2 heures. Donc c'est waouh, c'est le luxe. Et on ne part pas tous les 5 minutes, donc on est les reines du métier. Mais les frais de route ne sont pas payés. Quand on demande les frais de route, quand on nous envoie à 20-30 km de chez soi, ce sont des prestations qui ne sont pas internes à la prestation. Les frais de route ne sont pas internes à la prestation, donc on n'est pas payé pour ça. Et puis malgré tout, j'aimais bien mon métier, je me suis beaucoup connue dans le fait qu'on aime et qu'on s'attache aux personnes. Sauf quand j'ai été envoyée chez des gens qui votaient Macron, j'avais un petit peu envie de brûler leur linge. Voilà. Mais un beau jour, le corps a bloqué, je ne pouvais plus aller bosser du tout. Je suis arrivée chez une dame et je suis bloquée. Et ma patronne m'a dit, écoutez, ça c'est alimentaire ce métier-là, donc soignez-vous, s'il vous plaît, soignez-vous. Alors des patrons comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Mais je suis tombée sur un toubib qui, au bout de 2 mois et demi d'arrêt de travail, m'a dit, il va falloir aller travailler, ma petite dame. Pas 2 heures de ménage par jour qui vont vous tuer. Je vous mets à travailler 2 heures de ménage par jour. Et j'ai eu beau assister, lui dire, j'ai trop mal. La phrase magique qu'il a prononcée, c'est... Je lui demandais des radios au moins pour voir. Et il m'a dit, mais vous êtes à la CNU, je ne vais quand même pas faire des frais. Donc voilà. Donc je reviens notre médecin, parce que ce toubib voulait absolument me soigner avec des antidépresseurs, forcément parce que c'était dans ma tête, tout ça. Il est vrai que mon licenciement avait laissé des traces, des crises d'angoisse et tout ça. Mais quand même, je dis non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dépressive, je suis en colère, je suis révoltée.
Et donc je suis allée voir un autre toubib qui lui a fait son métier et c'était une hernie discale et j'ai été opérée donc je vais bien. Donc tout ça pour dire que ouais c'est bien de se lever. Je regrette rien pour l'école, je regrette rien d'être partie même si ça fait toujours très très mal, mais c'est très très difficile pour les métiers où on est isolé, on est rarement syndiqué parce qu'on n'a pas la thune non plus pour payer une cotisation syndicale. Et puis ben, on s'est fait massacrer, c'est les pots de terre contre le pot de fer. Ça a été mon cas. Mais je me suis dit, ils m'ont mis un genou à terre, je vais continuer à me battre. Et puis maintenant, je suis conseillère municipale de ma ville. Donc, on n'est pas de la crotte et que oui, effectivement, les femmes peuvent se mettre debout. Et mon engagement, il est juste là pour montrer que nous, on peut ouvrir notre bouche et être au moins des grains de sable et leur dire on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, bonsoir. C'est pas une question, c'est une intervention très courte. Déjà pour remercier sur la qualité du film proposé par Fakir, par François Ruffin. Je vais prendre le titre du film pour dire que je me présente à vous en faisant un métier, je le dis volontairement de manière provocatrice, je fais un métier d'homme et je ne me trouve pas dans ces difficultés-là. Voilà. Un métier d'homme, c'est-à-dire en fait je cadre dans la fonction publique, je vis avec une infirmière libérale, donc je ne reviens pas sur la situation des infirmières à l'hôpital, mais les infirmières libérales, qu'on n'a pas vu dans le film mais qu'on aurait pu voir, juste pour les associer en fait à ce qui a été montré ici, la manière dont elles ont vécu la crise sanitaire et dont elles ont été totalement laissées seules avec des injonctions contradictoires qui venaient d'à peu près partout pour leur dire à peu près rien, et puis de la nécessité d'aller le matin, tous les matins s'occuper de leurs patients. Je voulais vous livrer, comme il y a des parlementaires dans la salle, il y en a peut-être d'autres, je voulais vous livrer deux réalités des infirmières libérales. La première, c'est le fait que lorsqu'elles vont aujourd'hui chez un patient, elles ont un soin, il est comptabilisé, et puis du coup elles sont rémunérées pour ce soin. Pour le second soin qu'elles vont effectuer, elles sont payées la moitié. Moi je ne connais pas d'autres métiers où on est payé la moitié. Pour le troisième soin, elles sont payées un petit bout. Et puis après, si elles en font plusieurs, si elles ont fait une insuline ou prise de sang, puis un truc, ben, elles sont plus payées. Je crois que c'est vraiment parce que c'est un métier de femme au départ qu'on accepte ça. Et je pense que c'est juste inacceptable. Il n'y a pas d'autres métiers où les gens travaillent gratuitement. Donc s'il peut y avoir des parlementaires qui peuvent se faire les porte-voix en fait, du fait que les infirmiers libéraux ou les infirmières libérales elles vont bosser à partir du troisième soin gratuitement, et puis qu'avant c'était dégressif, c'est une question. La deuxième, on m'a demandé de faire court, donc je vais le faire. Le deuxième élément que je voulais souligner, toujours sur ce métier-là, en les associant, c'est qu'elles se déplacent aussi d'un patient à l'autre. Alors, par rapport à ce qu'on a vu dans le film, elles ont la chance, elles, d'être rémunérées pour le déplacement. C'est-à-dire qu'au moins, elles sont rémunérées. Une infirmière libérale est rémunérée 2,50 € lorsqu'elle va chez un patient. Un médecin est rémunéré 10 €. Il n'y a pas de différence en fait entre l'achat du prix du gasoil ou de l'essence, entre l'essence que l'infirmière met dans sa bagnole et le coût de revient du carburant pour un médecin. Il me semble que c'est deux sujets sur lesquels les parlementaires doivent se pencher et puis je les encourage. Moi, je dois aller récupérer mes gamins, donc voilà. Je vais dire deux, trois mots sur votre témoignage, madame la conseillère municipale. Je veux dire, ça me fait rappel à un psychiatre que j'étais allé voir quand je faisais un reportage sur l'hôpital psychiatrique Pinel à Amiens, et qui me disait auparavant, les gens, quand ils avaient des soucis, ils allaient voir leur syndicat, maintenant ils prennent des antidépresseurs. Et quelque part, je pense qu'une partie de vos problèmes, vous les avez résolus aussi par l'engagement et par le fait de... Et donc c'est la thérapie que je souhaite au pays. Voilà. Ensuite,
pas comment le dire, mais je pense qu'il faut se remettre dans un fil positif. C'est-à-dire que si on intervient sur chacun de nos métiers en disant regardez tout ce qui ne va pas, c'est pas comme ça qu'on va donner envie au pays. Et quelque part, je pense qu'avec ces métiers-là, c'est ce que je disais aux AESH de chez moi, en même temps, je connais la situation très dégradée, elle est présentée dans le film, et en même temps, je pense qu'il y a sur ces métiers-là des possibilités d'amélioration qui sont énormes. Et qui sont déjà partiellement en cours. Par exemple, sur les AESH, le statut a quand même évolué entre 2005 et aujourd'hui. Donc, il faut, je pense qu'on donne envie aux gens aussi, en montrant le chemin qu'on a devant nous, les possibilités. Les possibilités, c'est quoi? C'est que sur ces métiers-là, pour moi, c'est pour ça que je me suis centré là-dessus, c'est à la fois un combat féministe, puisque je crois que chez les AES, c'est 87% de femmes, et je le dis, je suis d'accord avec vous monsieur, en gros, ces métiers-là, on les traite de cette manière-là parce que ce sont des femmes, c'est-à-dire que pendant des siècles, en gros, c'était fait gratuitement à la maison, et que maintenant, on les paye un peu pour le faire dehors, elles ne vont pas se plaindre en plus, c'est en gros ça le raisonnement de la société. C'est un combat qui est pour moi un combat social évident, parce que c'est des centaines de milliers de personnes qu'on sort de la pauvreté. Si on prend au sérieux la phrase de Macron sur notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. J'aime mon Macron de gauche. Les quelques minutes qu'il a eu de gauche, je les ai bien retenues pour pouvoir les recycler dans la durée. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Enfin, j'ai mon petit Macron. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que pour moi, on a affaire aussi à un combat qui est un combat écologique. Je le disais l'année dernière déjà, mais qu'est-ce que c'est le progrès pour nous demain? Est-ce que le progrès, c'est un téléphone portable qui sera connecté au frigo et qui informera immédiatement Carrefour Market du fait que vous n'avez plus d'olives? Ou est-ce que le progrès demain, c'est que les liens avec les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de fragilité sont améliorés? Il y a des chemins qui s'ouvrent à nous. Et je pense que là, en positionnant ça de manière centrale, on se place au croisement de trois combats en même temps. C'est pour ça que j'invite vraiment la France Insoumise à mettre ça au cœur, enfin, en tout cas comme l'un des axes, et qui apparaît aussi, vous savez, moi j'ai du mal à me bagarrer pour les concepts. Je ne suis pas... voilà, Jean-Luc est philosophe. Non mais c'est vrai, il est formation philosophe, ce qui fait qu'il part en partant du concept et il aboutit aux exemples concrets. Moi je suis reporter, ça veut dire que je pars du concret et des fois j'aboutis à un concept. Bon. Mais en gros quoi. Et moi je sais que ce qui me maintient dans le combat, c'est pas les concepts, c'est les visages, les voix, les vies des gens. Là on les a. Et je pense que pour plein de personnes dans ce pays, quand on dit que ce sont des métiers maltraités, ils savent ce que ça signifie parce qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui le pratique ou ils y ont eu recours pour leur maman et ainsi de suite. Donc je pense que là, on a une piste concrète d'amélioration et qui paraît désirable pour une vaste majorité du pays. Voilà. Je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner.